On n'est pas libéré, on est là en train de travailler tous les jours, enfermé. En quoi est-ce que nous sommes libérés? Et puis alors, je me suis amusé à prendre l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, et j'ai vu que de la maternelle à l'université, il était enfermé. On appelait ça le bahut d'ailleurs, c'est ce que vous êtes. Ensuite, on va dans des casernes, peut-être un peu moins. Et puis ensuite, je m'apercevais que tout le monde travaillait dans des boîtes, dans petites boîtes, grandes boîtes, etc. Même pour aller s'amuser, on va en boîte. Bien sûr, on y va dans sa caisse. Et vous avez la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voyez, voilà. Donc, cet itinéraire-là met en évidence le fait que notre système nous a aliénés. Et peu importe l'être humain, pourvu que le capital augmente, et pourvu qu'on accumule de l'argent, eh bien, peu importe la condition humaine. On peut mettre les gens dehors. Si ça marche pas dans l'entreprise, on fait son bilan, on dit il y a trop de monde, on met les gens dehors. Ce qui veut dire que cette prétention selon laquelle la modernité est soucieuse de l'être humain, c'est faux. Elle n'est pas soucieuse de l'être humain. Elle est soucieuse du capital. C'est tout. Et il faut s'enlever de la tête toute autre chose. Ce monde-là ne pourra pas changer tant que l'on sera soucieux beaucoup plus du capital que de l'être humain. Et le capital, évidemment, avec la pseudo-économie dont je vous ai parlé tout à l'heure, on intègre dans l'économie la destruction de la planète tout entière. Pourvu qu'on fasse de l'argent, eh bien, détruisons tout, ça n'a pas d'importance. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une impasse écologique, dans une impasse économique, dans une impasse sociale, et l'avenir est à repenser de fond en comble. Et si on ne repense pas l'avenir, eh bien, c'en est fait, si vous voulez, de l'espèce. Alors, quand j'ai fait ces constats-là et que j'ai rencontré une jeune fille dans la même entreprise, et puis on s'est rapprochés de plus en plus, et à l'évidence, eh ben, on avait envie de vivre ensemble, et on a décidé donc de vivre ensemble. Et à ce moment-là, moi j'ai dit, ça sera jamais là, dans ces conditions-là, parce que la nature me manquait. Je crois que nous avons droit à jouir de la nature, de la beauté de la vie. Et donc, je me sentais un peu dans cet enfermement et ce confinement, et c'est pour ça qu'on a dit, bon, finalement, on quitte la ville pour aller rejoindre la nature. Et pour rejoindre la nature, il fallait bien faire quelque chose. Et ça a été dire, bon, on fera de l'agriculture, puisque c'est grâce à ça. Mais où? On cherchait un petit peu partout en disant où est-ce qu'on pourrait aller. D'ailleurs, tout le monde c'était au cœur des 30 Glorieuses. Et vous savez que les 30 Glorieuses, ça a été l'apothéose, si vous voulez, du système économique. Après la guerre, on a poussé à produire et à être très efficace. Et les 30 Glorieuses ont été, en quelque sorte, la manifestation et l'apothéose du modèle. Seulement, le modèle triomphant. Seulement, ce qu'on occultait, c'est que ce modèle-là n'aurait jamais pu triompher s'il n'avait pas disposé gratuitement des ressources de toute la planète. Et que on avait le pétrole pas cher, les matières premières pas chères, on faisait même venir des gens pour travailler, etc. Et c'est ce modèle qui a été dopé, qui a créé en quelque sorte ces fameuses 30 glorieuses, glorieuses. Seulement, on oubliait aussi qu'on était passé par une phase qui était la phase de la grande migration européenne. Et la grande migration européenne, quand les Européens migraient, c'était pas pour aller chercher du boulot. C'était pour prendre le bien des autres. Je fais pas de procès, mais c'est une réalité. Et aller prendre le bien des autres, ça veut dire, avec la guerre, qu'est-ce que les États-Unis, l'Amérique, etc. C'est fondé sur le génocide des peaux-rouges, qui étaient disons, les habitants légitimes. Et cette illégitimité, si vous voulez, elle est complètement occultée, comme si c'était quelque chose qui était normal. Alors vous prenez l'histoire américaine, c'est d'une part le génocide des peuples d'Amérique et en même temps l'esclavage des Africains, enfin, etc., etc. Donc, je ne suis pas là pour faire des procès, bien entendu. Je me sens un être humain avec d'autres êtres humains, et tous les êtres humains sont mes sœurs et frères. Mais il faut relire l'histoire si nous voulons
comprendre que notre modèle de société actuel n'est pas reproductible, n'est absolument pas reproductible. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Eh ben, nous voyons la montée des fameuses 30 glorieuses, enfin, la montée des pays émergents. Et ces pays émergents, qu'est-ce qu'ils choisissent? Ben, ils choisissent de vivre comme des Européens et comme des Occidentaux. Et la planète ne pourra certainement pas suffire parce que notre vie occidentale est déjà dispendieuse. Nous avons dépassé largement le seuil, si vous voulez, normal, d'éléments qui nous reviennent, pour essayer d'instaurer une véritable économie sur cette planète qui partirait du principe, qui se rapprocherait de maintenir les ressources, de les maintenir, de les transmettre, de les améliorer, de façon à ce que vos générations et les générations encore plus lointaines que les vôtres puissent arriver à devenir sur la planète et avoir ce qu'il aurait nécessaire pour survivre. Or aujourd'hui, avec l'accélération, si vous voulez, de la prédation et l'accélération qui est servie d'une façon efficace par la technologie, eh bien on aboutit effectivement à une accélération de l'épuisement. C'est la raison pour laquelle en 2002, quand on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles, j'ai mis évidemment l'urgence écologique et humaine au centre de nos préoccupations, en disant on ne peut pas construire l'avenir si nous ne prenons pas en compte deux éléments, l'être humain bien sûr dans sa destinée et dans ce qu'il est, et un être humain respectueux de la vie, pas un être humain destructeur. Une fois j'avais vu une émission à la télévision, un milliardaire très satisfait de lui, et à qui on posait des questions en disant est-ce que vous ne vous sentez pas quand même prédateur? Alors il répond, mais la prédation c'est la loi de la vie. Regardez, et là alors il a eu recours à Darwin, etc. pour dire bon voilà, la lutte des espèces, l'une bouffe l'autre, etc. pour justifier finalement la prédation humaine. La prédation humaine n'a rien à voir avec la prédation, disons, qui est instaurée dans le monde biologique, dans le monde naturel. Et l'inconvénient de la télévision, c'est que vous êtes en train de regarder un débat intéressant, mais vous ne pouvez pas intervenir. Alors moi, ça m'énerve. Je veux dire, vraiment. Je préfère regarder Colombo, au moins je ne me fais pas de nœud dans la tête. Voilà. Et c'est ça le drame, c'est que vous participez à un débat, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes là juste pour... Et je me suis dit, mince, il y a une question fondamentale qui a été posée là, concernant véritablement la problématique humaine. C'est-à-dire que l'histoire de dire que la prédation est une règle et une loi et qu'il suffit de l'appliquer, c'est épouvantable. Alors je me suis dit que si j'avais été présent, j'aurais dit à ce monsieur, non monsieur, quand un lion mange une antilope, ben, il digère son antilope. Mais il n'a pas de banque d'antilopes. Il n'a pas d'entrepôt d'antilopes. Il chasse pas à temps perdu pour pouvoir vendre aux copains. C'est là la différence. C'est qu'il prélève comme chacun de nous, ce qui est légitime. J'ai besoin de nourrir mon corps. Lui a besoin de nourrir son corps. Il y a même d'ailleurs des images absolument extraordinaires. Vous me feriez un grand cadeau si vous retrouviez ces images où on voit en Afrique, autour d'un marigot, le lion, le zèbre, le buffle, l'antilope boire complètement ensemble dans la paix la plus totale. Le lion, s'il n'a pas faim, il va pas se jeter sur une antilope. Il ne le fait que parce que la pulsion de la vie, comme chacun de nous, moi aussi je me jette sur des frites et je me jette ou sur un poulet. Mais c'est la loi élémentaire de la vie. Voilà. Et là, c'est le fait, on rejoint un peu cette idée de rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est l'idée fondamentale de la vie, c'est-à-dire qu'on doit effectivement répondre à nos besoins légitimes de survie, mais on ne doit pas outrepasser ce qui nous revient légitimement. Alors notre système outrepasse légitime. Et du coup, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? Que 30 à 40% de notre production, eh bien, c'est du superflu. C'est-à-dire qu'on ne met aucune limite au superflu. Et avant d'avoir répondu à l'indispensable. Il y a 1 milliard de nos semblables qui n'ont pas à manger.
Il y a 3 milliards qui mangent à peine, qui survivent à peine. Donc, nous sommes capables de technologies magnifiques, de choses comme ça, mais finalement, un problème aussi crucial que celui-là, aucun de nous ne voudrait mourir de faim. Aucun de nous n'aimerait, s'il a des enfants, voir mourir ses enfants de faim. Parce que ça, on dit, bon, bah, c'est les profits et pertes de l'histoire. Donc, on ne prend pas en compte le fait que nous sommes sur cette planète, non pas pour simplement qu'il y ait cette disparité entre des gens qui accumulent outrancieusement et qui en plus gaspillent d'une façon scandaleuse, et d'autres pour qui simplement se nourrir chaque jour et nourrir leurs enfants chaque jour est un immense problème. Donc vous voyez ce déséquilibre qu'il y a sur cette planète, il faut le prendre en compte comme étant une défaillance très importante de l'esprit et de la conscience de l'humanité. Et si ces problèmes-là ne sont pas pris en compte, ça veut dire que nous n'allons pas travailler à l'unité de l'humanité, parce que l'humanité est une et indivisible. La planète est une et indivisible. Quand nous examinons et nous admirons la planète sur une magnifique photo qu'on sait faire, notre aptitude c'est de nous faire faire beaucoup de choses, bien qu'est-ce qu'on voit? On voit une unité absolue. Il n'y a pas le pôle Nord contre le pôle Sud, la forêt tropicale contre la forêt américaine ou je ne sais quoi. Il n'y a pas l'éléphant d'Afrique contre l'éléphant d'Asie. Il n'y a rien qui est contre rien. C'est-à-dire qu'on examine cela et on se dit, tiens, c'est une des éléments fondamentaux, c'est que la planète est une et indivisible, et en même temps, elle s'inscrit dans un univers qui est lui-même non divisible, et où tous les éléments constitutifs de cette vie sont des éléments symphoniques. C'est-à-dire que ça, c'est comme si c'était une musique. Vous vous rendez compte, toutes ces étoiles qui se déplacent, le soleil, les cycles, etc., et la planète qui tourne et tout, c'est absolument splendide. On est là-dedans, mais on ne le voit plus, on voit plus que jusque nuit, et on s'aperçoit, on ne prend pas conscience que cette symphonie-là, c'est elle, et cette vibration globale et universelle, c'est à elle que nous devons d'abord exister, et c'est à elle que nous devrions de jubiler, d'être heureux. Et tout cela est occulté. Et l'espèce humaine, l'espèce humaine est aussi une et indivisible. Vous pouvez marier une petite pygmée, j'en ai vu, elles font 1m30, vous voyez, c'est petite, vous pouvez la marier à un grand nordique blond, yeux bleus, ce que vous voudrez, ils feront des enfants. Ça sera peut-être acrobatique, mais ils feront des enfants. Donc il y a l'unité de l'espèce humaine. Il y a l'unité de la planète. Tout est unitaire. Et quand vous examinez la planète de l'espace, c'est un bijou magnifique. Et regardez-la sur une map monde, et ben c'est un puzzle. C'est un puzzle de nations qui se sont toutes circonscrites, enfermées dans des frontières. Chacun est enfermé dans ses frontières, alors que l'unité de la planète est absolue, que l'unité du genre humain est absolue, et ben chacun s'enferme dans son truc. Ce qui justifie évidemment les armements, se défendre, les horreurs que nous voyons aujourd'hui, qu'on a toujours vues, d'une humanité divisée contre elle-même, alors qu'elle est une et indivisible, et du coup, divisée pas seulement par des questions politiques, mais par des questions idéologiques. Religion contre religion, idéologie contre idéologie, race contre race, etc., etc. Et tout cela, la plus grande partie de la violence humaine ne provient pas de réalité tangible. Elle provient des fantasmes que nous avons dans la tête par rapport aux symboles que nous traînons dans notre caboche, et qui sont ces symboles-là qui nous amènent finalement à ne pas penser comme l'autre, à s'opposer à l'autre, et nous avons instauré sur cette planète, eh bien, la dynamique tragique de la division et de l'antagonisme. C'est-à-dire que l'antagonisme est devenu l'élément fondateur du système humain. C'est ce qui donne la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Concurrence. Concurrence des uns contre les autres. C'est ruiner l'autre.